Bonjour, nous allons continuer avec la partie débimétrie, qui est plus longue que ce que je pensais. La partie débimétrie, nous avons déjà vu les organes d'hypogène, donc ça ce sera le cours 11 en fait, puisque la débimétrie c'était la dixième étape de notre présentation. On va avoir ici la débimétrie non ISO 5167. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas normalisé, mais qui peut constituer un très bon type de débimètre. Il y a des débimètres qui sont d'excellents matériels. Le fait qu'ils ne soient pas normalisés fait qu'on ne peut pas. On ne peut pas les vérifier sur site en temps réel, à tout moment. Il faut les démonter, les mettre sur un banc d'essai, éventuellement dans un autre pays, chez le fabricant, et quelquefois en France, et vérifier que, ma foi, ils ont encore leurs caractéristiques nominales, ou alors indiquer un offset, éventuellement corriger cet offset. Voilà. Donc, parmi les débimètres, on a vu déjà le diaphragme, je le représente comme ça. Le diaphragme a un orifice. Il lui faut assez peu de longueur droite en général, 3-4 dés en amont, 2 dés en aval, c'est suffisant. Donc ça, c'est un critère qu'il faut prendre en compte un peu maintenant. C'est les longueurs droites qu'il faut pour que la mesure soit possible. Vous voyez, le diaphragme est supposé être un matériel qui demande assez peu, entre 3 et 5 diamètres en amont. Vous voyez, c'est spécifié dans la norme, ça dépend réellement de tous les paramètres. Donc vous avez une manière pour chaque diamètre et chaque vitesse dans un diamètre donné, il vous indique quel est le nombre de longues droites qu'il faut. En général, si vous mettez 10 diamètres en amont, c'est plus que bon avec un diaphragme. Mais on peut quelquefois souhaiter un peu plus. Bon, voilà, je dirais, ça dépend quelquefois des obstacles qui sont juste en amont. Pour mesurer en sortie d'un diaphragme, sur un tube de pitot, moi, je conseillerais d'avoir au moins 10 diamètres. Voilà, ça c'est mon avis, mon expérience personnelle. Ça, c'est le tube de pitot avec ces deux chambres, vous voyez. Le tube de pitot, il ne s'agit pas de le mettre juste à la sortie d'un coude ou d'un diaphragme. Alors, c'est un pitot moyenné, ce qui fait que il est relativement peu sensible aux longueurs droites amont, mais ça n'est qu'un seul diamètre. Voyez, ça veut dire que dans certains cas, si vous mesurez derrière un coude, il est important de savoir dans quel sens vous mettez votre tube de pitot. Voilà. Est-ce que vous le mettez dans le plan du coude? Supposez qu'il y a un coude qui vienne comme ça, vous voyez, par exemple ici, qu'on arrive comme ça, eh bien, le tube de pitot, si vous le mettez dans ce plan-là, donc dans le plan du coude, ça se passe assez bien, même si on manque de longueur droite. Si vous le mettez dans le plan perpendiculaire au plan du coude et que vous êtes trop près du coude, vous pouvez avoir une erreur de 10-15%. Voilà, c'est arrivé une erreur de 10% sur de la facturation d'un exploitant externe qui perdait donc de l'argent, qui faisait vérifier son tube de pitot tous les 6 mois. Et plus on le vérifiait, enfin plus les gens qui l'avaient vendu le vérifiaient, plus il mesurait exactement pareil, puisqu'en fait l'erreur était liée à une déformation de l'écoulement qui était plus rapide d'un côté et de l'autre. Vous voyez, si on met le tube de pitot, si on le met dans le plan du coude, ça se passe à peu près bien. Il y a un débit peut-être un peu plus faible d'un côté, vous voyez, c'était peut-être un truc comme ça, vous voyez, je ne sais pas quelle allure ça pouvait avoir. Par contre, eux l'avaient mis dans un plan perpendiculaire, et donc là, ils mesuraient un endroit, un débit, qui était franchement plus bas que la réalité. Voilà. Donc il faut comprendre ces histoires de profil, et je vais vous dire que pour avoir de bonnes mesures, le mieux c'est d'appliquer ce qu'on verra ensuite, qui s'applique pour stabiliser vraiment l'écoulement avec un débimètre à ultrasons, vous voyez. Donc derrière un coude, on va préconiser ici au moins 10 diamètres. 10 diamètres derrière un coude. Et derrière deux coudes en série, ça s'appellerait une sorte d'épingle à cheveux, vous voyez. Et bien derrière deux coudes en série coplanaires, il faut 30 diamètres. Ce sont des choses comme ça qu'on pourra discuter si on se rencontre, vous voyez, en examinant le détail de ces questions de longueur droite. Mais en fait, il faut des longueurs droites abondantes. De l'autre côté, il en faut 10 aussi. Voilà, c'est ce qu'on demande en général pour un tube de pitot ou un débimètre à ultrasons. Alors, le tube de pitot fait peu de perte de pression. On a trouvé que c'était pas mal. Le tube de Venturi, on l'a trouvé bien sympathique parce que il présente une entrée, vous voyez, puis un convergent, puis un col,
un divergent, et puis de nouveau une sortie. Voilà à quoi ressemble le débitmètre tube de Venturi. On a dit que c'était un assez bon dimètre. Nous, c'est ce qu'on a choisi de fabriquer pour l'air comprimé. Ça peut éventuellement s'utiliser aussi un peu sur l'eau, mais franchement, l'eau est très bien mesurée par les débitmètres à ultrasons. Donc, pour nous, c'est surtout sur l'air comprimé ou l'azote qu'on pourrait mettre ce type de matériel. Voilà, le tube de Venturi. Alors donc là aussi, les longueurs droites, ben, c'est pareil, 10 diamètres en amont, 10 diamètres en aval. Et si on peut un peu plus on a de diamètre, plus l'écoulement sera stabilisé. Vous voyez, tout se passe parce que dans le coude, la vitesse est maximale dans l'intrado et faible à la sortie. Donc à la sortie du coude, on a un profil qui est très bizarre, vous voyez, qui ressemble à ça. Et il faut un certain nombre de diamètres, une dizaine ou une trentaine de diamètres, pour que l'écoulement devienne de nouveau symétrique. Alors les gens ont utilisé ensuite des matériels diversifiés, dont on va dire un mot. Ici, vous avez un débitmètre à turbine, vous voyez. Donc le débitmètre à turbine, je vais le rapprocher un peu. En fait, on ne voit pas grand-chose. C'est un matériel qui, comment dirais-je, ne sais pas si on voit quelque chose, sans doute pas grand-chose. Voilà, vous avez ici une protection, et puis, ma foi, il y a une turbine qui nous tourne à l'intérieur. Quand elle tourne, les pales sont détectées par un système qui génère une émission d'impulsion, vous voyez. Donc ce type de matériel, c'est une très bonne méthode de mesure du débit, présente l'inconvénient d'une certaine fragilité. Voilà. La fragilité est évidente, ça mesure à partir d'à peu près 1 mètre par seconde, un peu en dessous de 1 mètre par seconde, et ça peut mesurer quelquefois, si ça commence à mesurer à 1 mètre par seconde, ça va mesurer jusqu'à 10 ou 15 mètres par seconde, mais ça va certainement être détruit quand vous passez à 40 mètres par seconde, par exemple, vous voyez. À 40 mètres par seconde, vous allez utiliser ce genre de truc qui est un vortex. Donc un vortex, si vous regardez l'intérieur du vortex, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, vous avez des barres, il y a un système qui crée une perturbation, et puis un peu derrière, vous avez un autre qui détecte la fréquence d'apparition des tourbillons. Donc on va présenter nos deux débitmètres. Le débitmètre à turbine, on le représente avec le détecteur qui détecte le passage des pales, donc une dizaine, une douzaine de pales qui passent les unes après les autres, ça tourne dans ce sens-là. Donc attention à la fragilité. Le vortex, ça consiste à insérer un perturbateur qui est complètement un barreau de métal, vous voyez, et soit à l'intérieur du perturbateur, ou alors un peu derrière, selon les fabricants, on va mettre un détecteur. Donc là, c'est un détecteur de tourbillons, c'est un piezo qui est à l'intérieur, qui va être capable de détecter quand des tourbillons se forment à la sortie du vortex. Et un physicien a montré qu'il y avait une relation, je crois que c'est von Karman, il y a une relation entre la fréquence d'apparition des tourbillons, donc là c'est en fait une sortie fréquence qu'on va avoir, fréquence, et là ce sont des tourbillons qui dépendent, ma foi, de la vitesse du fluide et de sa masse volumique, du nombre de Reynolds en fait. Donc le défaut de ces matériels sur l'air comprimé, il y en a deux. Le premier point, c'est qu'il faut au moins 4 mètres par seconde. Ça commence entre 3 et 4 mètres par seconde à mesurer. En dessous, ça marque 0. Le deuxième défaut, c'est que souvent, il faut des vitesses assez élevées pour donc pouvoir mesurer un petit débit. Vous voyez, si vous avez un débit très variable, quelquefois vous voulez mesurer une fuite, vous êtes amené à réduire la section de votre vortex en mettant un vortex petit. Vous voyez, ça c'est mon vortex, avec un convergent en amont, et puis ensuite vous regrossissez votre truc. Vous voyez. Quand vous faites ce montage-là, qu'on rencontre souvent, on constate ici absence totale de longueur droite. Vous voyez. Donc là, il faut mettre des longueurs droites dans le petit diamètre. Et ensuite, le simple fait de réduire la section et de faire passer avec des grandes vitesses, peut-être 30 mètres par seconde au débit maxi, va générer des pertes de pression importantes. Donc le vortex n'est pas un merveilleux débitmètre. Il est peut-être préférable sur la vapeur dans certaines applications où le débit est fort. Sur l'air comprimé, c'est moyen. Sur l'eau, c'est tout à fait à éviter. D'autres débitmètres existent pour l'air comprimé. Je vais vous les présenter. Ça, c'est un de nos vieux débitmètres Eldridge. Eldridge Product quelque chose Incorporated. Eldridge Products Incorporated. C'est un matériel américain. Alors ce matériel, si vous regardez son extrémité, présente deux petites sondes qui sont des sondes de température. L'une est chauffée.
L'autre sert à mesurer la température du fluide, du gaz. On maintient, grâce à cette électronique, un écart de, en général d'une dizaine de degrés Celsius constant entre les deux sondes. Donc le massif thermique, que je vais représenter ici, est caractérisé par le fait qu'il y a ici deux petites sondes, une qui mesure la température de l'air comprimé et l'autre qui est à plus 8 degrés Celsius, par exemple. Voyez. Et on mesure la quantité de courant I, le courant I qu'il faut injecter dans le fil chaud pour maintenir cet écart de température constant malgré le refroidissement par l'air comprimé qui s'écoule autour. Donc plus ça s'écoule vite et plus l'air comprimé est dense, plus vous refroidissez votre air comprimé, votre fil chaud, et on peut montrer une relation entre le refroidissement, donc mesuré par l'intensité du courant de chauffage, d'une part, et le débit massif de l'autre. Donc, alors que tous les débitmètres qu'on a vus jusqu'à présent, on devait avoir une petite correction de pression et de température, hein, pression-température aussi pour la turbine, pression-température, tous ces débitmètres, ici pression-température en plus de la delta P, pression-température pour un diaphragme, tous ces débitmètres, là il fallait un delta P pour le tube de Venturi, il a un delta P, tous ces matériels sont des mesures volumétriques, y compris le vortex. Hein. Le débitmètre massif thermique, c'est un mètre qui mesure directement un débit en kg par seconde et qui le convertit de son mieux en mètres cubes par heure à des conditions volumétriques, mais au départ c'est des kilogrammes par seconde. Voilà. Et le défaut de ces matériels, je dirais, alors ici vous avez un élément intéressant, c'est qu'on voit que alors que ces deux débitmètres, ça c'était un débitmètre en ligne, au niveau exécution on constate qu'il était pris entre deux brides, il devait être saisi entre deux brides avec des joints de part et d'autre. Le matériel suivant était également pris entre brides, c'est un matériel plus économique, puisqu'on n'a pas acheté les brides, il faut par contre bien le centrer, hein, sinon ça pose des problèmes, il ne faut pas que le joint vienne au milieu, sinon la mesure est fausse. Ce sont des appareils qu'on appelle des appareils en ligne. Avec ou sans bride, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, c'est un appareil en ligne. Le tube de Venturi est un appareil, un débitmètre en ligne. Hein. Par contre, le tube de Pitot, c'est plutôt, c'est transversal, c'est à la limite de l'insertion. Ce qui est caractéristique de cette série de matériels, les massifs thermiques, c'est qu'on les insère sous pression dans l'air comprimé à travers une vanne. Et on utilise un raccord à compression, ça s'appelle un swedge lock, pour installer à une profondeur d'insertion particulière la mesure qu'on veut mettre en service. Les résultats avec le massif thermique sont que c'est un matériel qui est relativement économique. Par contre, en présence de liquide, la mesure est complètement fausse. Complètement fausse, c'est 25% d'erreur si ce n'est pas plus. Vous voyez, dès que vous avez une panne de sécheur. Deuxièmement, le massif thermique, qui est très répandu aujourd'hui, donne des mesures assez fausses, de l'ordre de 10-15% si ce n'est pas plus, si l'air est plus chaud ou plus froid que la température de calibration, lors de la calibration. Enfin, la profondeur d'insertion, hein, savoir si on le met au centre de la canation ou à 25% du rayon, il y a deux usages. En fait, il faut regarder à chaque fois à quelle profondeur on l'insère, et puis l'insérer réellement, c'est pas très facile à faire. Et il y a beaucoup d'erreurs de mesure liées au fait que les gens ne l'insèrent pas au bon endroit. Si on l'insère un peu trop, ça va surcompter. Hein, ça va surcompter parce que vous avez une vitesse plus rapide au centre. Si on avait prévu de le mettre à 25% du rayon et qu'on le met au centre, on peut très bien surcompter de 20%. Vous voyez. Donc ces matériels sont des matériels qu'il faut plutôt éviter. Ils sont relativement économiques à l'achat et à l'installation, puisqu'on les insère à travers une petite vanne que je vais représenter comme ça. Vous voyez. Ici, vous faites un piquage et avec une vanne à passage intégral. Et là, le swatch lock, vous venez accoupler le système après avoir ouvert la vanne. Vous voyez. Donc ce système-là est économique au niveau installation, relativement économique à l'achat. Par contre, il est impossible à maintenir. Il faut renvoyer le débitmètre, se faire réétalonner, très souvent en Hollande ou en Allemagne, ou là où on l'a fabriqué, même en France, je crois que Kimo fabrique des produits comme ça, mais le réétalonnage n'est pas forcément quelque chose de gratuit, ça vous interrompt votre mesure et ça pose quelques problèmes. Voilà, je vous ai présenté les principaux types de débitmètres utilisés et je vous laisse jusqu'à une prochaine leçon qui nous permettra de conclure sur la débimétrie.